Aujourd'hui dans Aiguillage, je voulais vous faire part de la naissance du petit musée HO de la Seine-Maritime. Une maquette ferroviaire que Dominique Leroux, son créateur, se fera un plaisir de vous présenter, ainsi que sa cidrerie si vous passez pas loin de chez lui, à Le Col Sainte-Beuve en Haute-Normandie. Alors évidemment, dit comme ça, il n'est pas évident que vous sachiez où se trouve Le Col Sainte-Beuve. C'est un petit village qui se situe en Seine-Maritime, en gros à mi-chemin entre Amiens et Rouen. Moins de 500 âmes y vivent, mais on y trouve, et c'est bien là l'essentiel, un passionné de chemin de fer qui vient d'ouvrir dans sa cidrerie le musée HO de la Seine-Maritime. Dominique Leroux produit sur place du vinaigre de cidre, vieilli pendant 4 à 5 ans dans des fûts en chêne et obtenu à partir d'une douzaine de variétés de pommes, dont certaines avaient purement et simplement disparu de la région. Dans les années 60-70, les pommiers, ce qu'on appelle les pommiers de haut vent, ont disparu du paysage normand parce qu'ils n'étaient plus assez rentables. Ma carrière de nutritionniste en production animale m'a permis d'apprendre que c'est une erreur d'avoir détruit tous les pommiers d'antan qui étaient d'une forte richesse d'un point de vue gustatif et d'un point de vue écologique. Et donc dans la cidrerie qui fonctionne aujourd'hui avec ma femme, on a replanté des pommiers haute tige il y a 25 ans et on produit en moyenne 5 à 10 000 bouteilles de cidre et de vinaigre de cidre dans l'année qu'on vend autour de nous. Pas de train pour transporter la production jusqu'aux marchés les plus proches, mais une maquette ferroviaire à découvrir. Elle occupe tout un étage d'un bâtiment de l'exploitation agricole. À l'époque du tournage de ce reportage, elle était encore assez largement en construction. Mais depuis le printemps 2016, le petit musée a commencé à recevoir ses premiers visiteurs. La pièce mesure environ 70 mètres carrés et le réseau en occupe à peu près la moitié. Alors la plaque par elle-même, elle fait 6 mètres par 5 mètres, donc ça fait à peu près 30 mètres carrés de réseau. J'ai à peu près 200 mètres de voies, et dans laquelle sont inclus à peu près 30 mètres de réseau falaire. Un système de circulation de véhicules routiers que Dominique a modifié pour en améliorer les performances d'origine. J'ai eu la chance de rencontrer un jeune ingénieur qui m'a apporté beaucoup. Au départ, j'ai fait fonctionner le car falaire comme le système car falaire classique qui est très bien pour démarrer, c'est un très bon système. Le fait est que quand on a 1, 2, 3, 4 voitures, ça se passe bien avec le car falaire classique. Le problème, c'est que quand on arrive, qu'on passe 10 véhicules, on n'arrive plus à gérer. Et donc là, avec un jeune ingénieur, on a fait un système de classement de véhicules qui arrive sur une plateforme que j'appelle parking. Et là, les véhicules sont identifiés sur chaque voie et repartent en fonction de la capacité de stockage du parking. Donc c'est automatisé avec un ordinateur. Donc les véhicules doivent être identifiés et c'est l'ordinateur qui fait le restant. La lumière, et en particulier les rayons du soleil, ne sont pas les amis des modélistes. Quand ils tapent sur la maquette, ils peuvent même perturber le bon fonctionnement d'un système tel le car falaire. Pour la prise de courant et le suivi du parcours par les véhicules sur la maquette, le système a par conséquent été modifié. Des morceaux de feuilles d'aluminium ont été placés sous les véhicules pour optimiser le fonctionnement des capteurs infrarouges. On a deux systèmes. On a les capteurs à effet Hall qui sont bien, qui ont des limites parce que comme les cars falaires vont quand même à une certaine vitesse, ça donne une information, mais on n'a pas forcément le temps de le donner, de l'arrêter, que l'infrarouge est beaucoup plus précis. Donc pour le parking, comme c'est des portions beaucoup plus serrées,
on a mis un système infrarouge. Il faut dire que notre hôte n'en est pas à sa première expérience de modéliste ferroviaire. Cette nouvelle maquette est même le 4e réseau dont il est l'auteur. Comme tout le monde, j'ai commencé avec un petit réseau, là, des plaques de 1,25 m par 2,50 m quand j'avais 10 ans. Puis progressivement, j'ai affiné mes connaissances et puis je suis arrivé à faire un réseau où j'ai voulu qu'il soit complètement en analogique. Pour rester dans le but du jeu et m'amuser avec des boutons, plutôt que moi je ne suis pas de l'ère informatique. Sous le réseau, des gares cachées ont été aménagées pour permettre à Dominique de choisir les rames que le public aura plaisir à voir circuler sur le réseau principal. Pour y accéder ou en sortir, les trains parcourent une rampe hélicoïdale. Une bonne vingtaine de convois peuvent y prendre place. En dessous, j'ai 3 gares souterraines de chacune 9 voies et je mets 8 trains par gare pour garder toujours une voie de sécurité. Ma rame la plus longue, elle fait 4,50 m, donc je peux y mettre 10 wagons de voyageurs qui font en moyenne 30 cm, donc avec la loco ça fait 3,50 m et il faut prévoir facilement 50 cm de temps d'arrêt. Par exemple, j'ai choisi -1, ça monte par une rame hélicoïdale et j'ai 3 spires, donc à chaque niveau j'ai une spire de plus. Donc par exemple le train qui est à la voie -3, il doit faire 3 fois 5 mètres pour arriver au niveau du réseau. Au point de vue altitude, j'ai fait ça avec un niveau d'eau. Le niveau ici à la gare de Pavie correspond au niveau le plus haut de la Seine-Maritime du Pays de Caux. Et ensuite, tout part un petit peu tout doucement, se décalier. Donc j'ai une pente pour arriver au niveau ici. Et là, ça redescend légèrement. Mais maximum 1 mm par mètre. Côté matériel roulant, le temps ne s'est pas arrêté sur une époque précise. On peut voir un peu tous les types de trains circuler sur la maquette. Je fais circuler toutes les époques, hein, on va dire les trains à vapeur que j'ai pratiquement pas connus. J'en ai vu quelques locomotives passer à Yvetot quand j'avais 6-7 ans, dans les années 60, c'est tout. Mais je fais passer, on va dire, jusqu'aux années 2000. Sur le réseau, les locomotives à vapeur côtoient en effet sans complexe les TGV, comme cette rame de feu le TGV postal. L'auteur du réseau avait donné dans un premier temps la priorité à la conception de l'infrastructure de sa maquette. Il va pouvoir maintenant occuper ses longues soirées d'hiver à la confection du décor. Alors c'est un réseau qui globalement donne une idée de la Seine-Maritime, puisque là où je suis actuellement à Monte-CO, je pars de Rouen. Donc je pilote tout mon réseau de Rouen. Il passe sur le réseau de Pavilly, sur le tunnel de Pavilly, et ensuite il s'arrête à la gare d'Yvetot qui est à mi-chemin entre Rouen et Le Havre. Alors quand il arrive au Havre, il rentre dans ce qu'on appelle 3 gares souterraines. Les gares souterraines sont gérées avec mon TCO, donc j'ouvre la première gare souterraine, la deuxième ou la troisième, et j'ai choisi une voie. Et tout ça, je dois le faire en manuel en fonction des LED et de ce qui reste en capacité pour recevoir les trains. Chaque train a une longueur précise, donc doit retrouver sa voie en dessous qui est précisément celle par laquelle il est parti. Le système ferroviaire par lui-même, j'ai plus grand chose à lui apporter parce que je suis limité par la place et puis grosso modo j'ai fait un petit peu ce qui circule à la Seine-Maritime. Ce que je vais apporter maintenant beaucoup, c'est du soin à la voirie, terminer ma voirie cet hiver, et puis au fil du temps je vais faire les maquettes moi-même. Comme j'ai déjà commencé avec mon fils il y a une vingtaine d'années, je vais pas acheter des maquettes toutes faites qui sont très bien mais qui ne correspondent à rien à ce qui se passe en Seine-Maritime. Donc je vais faire des bâtiments ferroviaires et des bâtiments agricoles qui correspondent à ce qu'il y a en Seine-Maritime. Parmi les bâtiments déjà construits se trouve la ferme où Dominique est né et a habité étant enfant.
la réplique exacte de ce que l'on appelle dans la région un clos masure cauchois, c'est-à-dire une prairie plantée d'arbres fruitiers, entourée d'un talus doté d'arbres de haute taille, abritant une ferme dont les bâtiments sont dispersés. Une disposition bien particulière qui a toute sa raison d'être en pays de Caux. Alors la ferme se situe à Yvetot, en Seine-Maritime, en plein cœur du pays cauchois. Donc la Seine-Maritime fait partie des 5 départements de la Normandie, donc nous on fait partie de la Haute-Normandie. Et la particularité de la ferme où je suis né, c'est que ça s'appelle un clos masure. Un clos masure, ça veut dire que c'est clôturé par des arbres tout autour, en l'occurrence ce sont des hêtres. Et il y a une double rangée de hêtres qui freinent les vents, parce qu'il faut savoir que nous on est en région côtière et qu'on peut avoir l'hiver des vents à plus de 100-120 km/h et qui peuvent balayer le paysage sur son passage. Donc ici c'est un clos masure assez important. La ferme, pour vous donner une idée, était basée sur 7 hectares, ce qui représente à peu près 400 mètres sur 400 mètres. Donc imaginez, quand vous allez à la ferme de diagonale à diagonale, vous avez à peu près 600 mètres. C'est vraiment la particularité du paysage cauchois. Planté de pommiers, ici vous avez encore des pommiers qui existaient encore dans les années 70, mais les pommiers ont disparu du paysage normand. Ensuite, ça c'est la maison où je suis né, c'est une grande maison, nous étions 8, une famille assez nombreuse. Un potager, et on vivait aussi, la particularité du pays de Caux, comme sûrement les fermes des années 60, on vivait en partie en autarcie, c'est-à-dire qu'on n'achetait pas grand-chose. On avait la viande de bovin sur place, ici c'était une porcherie, donc on faisait du porc, bien sûr on vendait à des particuliers ou à des charcutiers localement. La viande bovine, c'est-à-dire que nous on était des animaux d'embauche, on faisait pour la boucherie. Ensuite ici il y avait une loge, la loge qui est toujours opérationnelle, sur laquelle on mettait le matériel agricole, les tracteurs, les remorques, mais qui auparavant était conçue pour les chevaux. Il faut savoir que cette ferme-là, dans les années 1900, il y avait 15 chevaux et 6 bouviers, ce qui était assez important. Ici, vous avez le cellier, où on faisait le cidre, parce que l'économie cidricole représentait entre 20 et 40% de l'économie d'une ferme, selon la grandeur de la ferme. Une grange à fourrage, où on stockait le trèfle, et une grange à paille, et là où on battait le blé. La particularité du paysan cauchois, c'est qu'il est assez méfiant, et donc il se méfie toujours du feu, et c'est pour ça que l'habitat cauchois est très dispersé, et c'est toujours pour limiter, comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Quant à la voie ferrée, elle passait juste derrière la maison, et tous les matins en partant à l'école, Dominique avait tout loisir de la longer tout en regardant passer les trains sur cet axe Rouen-Le Havre. Et joie supplémentaire, Yvetot étant une gare intermédiaire entre Rouen et Le Havre, la plupart des trains s'y arrêtaient. La cidrerie où Dominique a replanté des pommiers et ouvert ce petit musée HO de la Seine-Maritime se trouve à 70 km au nord-est d'Yvetot, pratiquement au cœur d'un triangle dont les pointes seraient Abbeville, Rouen et Amiens. Vous trouverez ces coordonnées, des photos de la cidrerie et du réseau sur le site www.cidreriepetitclos.fr. Dominique se fera un plaisir de vous servir de guide. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous irons visiter le musée au train, un projet dont je vous avais parlé il y a quelques saisons dans Aiguillage et qui, entre-temps, a pu voir le jour. C'est ainsi une importante collection de matériel essentiellement de type Decauville qui a pu bénéficier d'une très belle mise en valeur à Semur-en-Vallon, dans la Sarthe. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. En début de semaine, les clips du lundi alternent avec les images aiguillonnottes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long, consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi.
Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.